Bonjour, Charles Gave, dans l'Institut des Libertés, dans IDL Média, avec TV 360 qui filme. Je vous remercie de nous regarder. Alors aujourd'hui, c'est la première de nos émissions qu'on va appeler un petit peu les émissions thématiques, c'est-à-dire qu'on va essayer de couvrir un thème. Je pense qu'il y a quelque chose qui donne beaucoup de soucis aux Français, c'est la sécurité publique. Et donc la façon dont on va approcher ces thèmes, c'est qu'à chaque fois on demandera à quelqu'un qui est au contact presque journalier avec les problèmes de la base, de nous expliquer son vécu au quotidien, littéralement. Et puis ensuite, dans une deuxième émission, on essaiera de faire venir des gens qui ont été des responsables très importants, du style d'un ancien ministre de l'Intérieur, etc., pour qu'ils répondent en quelque sorte à l'interview qui va avoir lieu maintenant avec M. Philippe Kuhn, dirigeant syndicaliste. Vous êtes, je crois, secrétaire général adjoint. Tout à fait. Du syndicat de personnel surveillant. C'est ça, le SPS, syndicat pénitentiaire des surveillants. Et vous avez donc été en contact avec les prisons. La raison pour laquelle nous avons choisi les prisons, c'est que tout le monde connaît les problèmes que peut avoir la police, tout le monde connaît les problèmes que peut avoir la gendarmerie, etc. Il y en a eu. Alors que finalement, les prisons, ça reste un peu une zone non connue. Et il me semble que s'il n'y a pas de sécurité dans les prisons, ça veut dire que la société est vraiment malade. Parce qu'en principe, c'est un endroit où la sécurité la plus totale devrait régner. En principe, on sait bien qu'on a affaire à des gens difficiles, mais enfin, justement, les personnels des prisons devraient être particulièrement protégés et par la loi et par la pratique, si j'ose dire. Donc je vous présente M. Philippe Kuhn, qui maintenant va nous expliquer son parcours, et puis je lui poserai des questions de temps en temps. Parce que je crois que c'est très important que les Français comprennent qui y a dans les prisons, ce qui s'y passe, et quels sont les moyens d'action des gens qui sont en contact tous les jours avec une population un peu difficile, mettons. Monsieur Philippe Kuhn. Donc je suis Philippe Kuhn, secrétaire général adjoint du syndicat SPS. Je suis surveillant brigadier depuis 17 ans. J'exerce un mandat syndical depuis 4 ans, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir parler en toute liberté parce que je n'aurais pas pu le faire si jamais j'avais été en activité, de par notre statut spécial. Merci beaucoup. Alors, expliquez-nous ce qui s'est passé depuis quelque temps. Vous avez l'air de penser qu'il y a à peu près 4-5 ans, il y a eu une espèce de changement dans les gens qui sont dans les prisons. Enfin, qu'il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est passé dans les prisons. Ah bah oui, en 2015, voilà, on a été confronté à une chose nouvelle dans les prisons, c'était le terrorisme islamique. On a été confronté aux attentats de Charlie Hebdo et notre syndicat a participé 2 mois après les attentats de Charlie Hebdo à la commission sur les réseaux djihadistes qui s'est tenue à l'Assemblée nationale. Nous avons évoqué le fait que le terrorisme islamique montait crescendo au sein des détentions. C'est-à-dire que des prêches islamiques se faisaient en dehors de l'imam. Et pour revenir aux attentats de Charlie Hebdo, j'ai très bien connu le détenu qui est passé à l'acte à l'hypercachère, c'est-à-dire Amédi Koulibaly, qui était un de mes oxys à la buanderie pendant que j'exerçais au sein du vestiaire, à la maison d'arrêt de Villepinte. Et ce détenu-là, je suis tombé des nues quand j'ai su qu'il avait tué des gens à l'hypercachère, quoi. Quand il est passé à l'acte, ça m'a terriblement choqué. Et on avait dit, lors de cette commission sur les réseaux djihadistes, que ce ne serait qu'un début. Et la suite, depuis 5 ans, nous donne raison, parce qu'on a été frappé par de multiples attentats à l'extérieur, en plein Paris, au sein des détentions également. Il y a 2 ans, on a été victime, nos collègues ont été victimes, Vendin-le-Vieil, Tarascon, d'attentats islamiques. Et fort de tout ça, ça a recommencé encore l'année dernière, dans une prison dite ultra-sécuritaire à Condé-sur-Sarthe, où des détenus arrivent à rentrer avec des couteaux en céramique et poignarder des surveillants, quoi. Et quelle a été la réaction de l'administration quand ça s'est passé? Alors, le premier réflexe de notre cher ministre, ça a été de dire... C'était qui à l'époque? C'était Nicole Belloubet. Nicole Belloubet, oui, déjà. Ah oui. Déjà, oui. Puisque le premier... Elle les accumule, si je peux dire. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, le premier réflexe, c'était de savoir comment étaient rentrés les couteaux céramiques. Est-ce que les surveillants avaient fait une faute?
Ouais, c'est un peu ce qu'il en est ressorti, alors qu'on a quand même des collègues qui ont failli mourir, quoi. Je veux dire, et puis quand vous prenez un couteau en céramique, je ne sais pas si vous êtes déjà coupé avec un couteau en céramique, mais ça coupe super bien. Ah, ça coupe très bien. Quand on vous le plante dans la joue ou ailleurs, vous devez bien le sentir. Donc, suite à tout ça, on nous a promis des moyens sécuritaires, des gilets pare-lames, puisque c'est bien convenu qu'un gilet pare-lame va nous empêcher de nous prendre un coup de fusil et de nous faire planter au niveau de la gorge, puisque le gilet pare-lame s'arrête là. Je veux dire, et vous êtes bien au courant quand même que quand on vise un détenu veut tuer un surveillant, parce que maintenant on parle de tuer carrément du personnel de surveillance, on va viser la gorge, on va viser les points sensibles. Et tout ça pour la résultante de dire que voilà, il s'est passé 5 ans des attentats, il y a 2 ans des attentats, l'année dernière des attentats, on a de multiples... Donc vous voulez dire que le personnel pénitentiaire est en danger quand il exerce ses fonctions, tout en à danger fait. physique. Mais quand je vous dis ça à l'heure de ce jour, à la date d'aujourd'hui, c'est j'ai peur qu'un collègue meure sur les coursives. Ça va arriver, c'est imminent. Je veux dire, c'est impossible que ça n'arrive pas, puisque dans l'opinion publique, vous voyez, quand il y a un fait qui se passe, la réaction des médias, elle est hop, on fait tout de suite. Et après, ça passe. On remet un peu la poussière sous le tapis et on attend. On se dit, on réagit qu'à l'actualité. Mais les mesures, vous voyez, on sait très bien que les prisons françaises sont surpeuplées. Dans toutes les maisons d'arrêt de France, elles sont surpeuplées. Plutôt qu'on nous avait promis un plan de 15 000 places de prison. Et oui, je me souviens qui avait promis ça, d'ailleurs, c'était ça. Bah, non, c'était le président actuel, M. Macron, qui avait promis 15 000 places à l'heure actuelle. Après, on a réfléchi, on en a fait 7 500. Et vous voyez, on est en 2020, aucune construction. Aucune construction. On a des maisons d'arrêt qui fonctionnent à 200%. On a des taux... je peux vous assurer que sur les coursives, le nombre de personnel n'a pas augmenté. Je vais prendre un exemple flagrant, comme ça vous parlera. La maison d'arrêt de Villepinte, que je connais très bien, parce que j'y exerce. 580 places de détenus en théorie. On est monté à 1135 détenus. C'est-à-dire que c'était... Ça a explosé. D'ailleurs, ça a fait la une des médias en 2017, parce que notre directrice avait refusé d'écrouer des détenus. Elle a fait un stop-écrou. Chose qui était quelque chose qui était inédit dans l'administration pénitentiaire, qu'un directeur ose défier l'administration centrale en disant « je ne prends pas de plus... » Elle a été mutée depuis ? Non, non, du tout. Elle est sous-préfète maintenant, c'est pour vous dire. Oui. Mais je trouve que ça a été bien de sa part, parce que finalement, au bout du compte, un directeur est quand même responsable de l'intégrité physique des personnes qui sont placées sous son autorité. Ouais, c'est comme dans l'armée, si vous ne défendez pas les gens qui sont en dessous de vous, vous ne pouvez pas avoir la moindre crédibilité, quoi. Tout à fait. Donc, que ce soit d'un côté des surveillants de prison, parce qu'il y avait un réel danger, parce qu'au bout d'un moment, on peut plus faire face. Avec, par exemple, 177 surveillants, je vais vous donner un exemple flagrant, c'est 2 surveillants pour 200 détenus. Bah, ils ne peuvent pas faire leur travail. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Déjà, de vérifier le matin l'intégrité physique d'un détenu. C'est ça la première chose quand on fait. Mais en sachant que les missions d'un surveillant, vous avez beaucoup de réinsertion. On donne beaucoup de travail de réinsertion à faire aux surveillants, c'est-à-dire envoyer à l'atelier des détenus, en promenade, de faire du sport, etc. Les parloirs, ça engendre énormément de mouvements au sein de la détention. Et on a souvent des surveillants sur la région parisienne, parce que je vais parler de la région parisienne, c'est celle que je connais le mieux, où beaucoup de stagiaires, on a environ 70% de jeunes stagiaires qui ne sont pas aguerris. Vous avez des détenus qui sont multirécidivistes au sein des détentions. Et... beaucoup de personnel non qualifié, je veux dire, on n'a plus de ce qu'on appelle des anciens. Avant, moi, quand je suis arrivé il y a 17 ans, on avait quand même une petite ossature d'anciens qui nous formaient. C'est-à-dire qu'on était pris un peu sous l'aile d'un ancien. Là, le plus ancien dans une maison d'arrêt va former, il a 3-4 mois de boîte. Donc comment voulez-vous que... Pourquoi? Parce qu'il y a une rotation énorme dans le personnel des prisons. Bien sûr, les gens ils restent plus. La seule chose qu'ils arrivent, quand ils arrivent à l'ENAP, à l'École nationale de l'administration pénitentiaire, la formation s'est réduite. On est passé de 8 mois à 6 mois. Donc pour des raisons financières. Hein. Et maintenant vous payez... avant on avait la pension complète, c'est-à-dire que
Quand on arrivait à l'ENAP, moi j'ai connu ça, on ne payait pas le repas du soir. Maintenant, on fait payer le repas du soir aux jeunes agents qui gagnent... alors d'après notre ministre, un jeune agent qui démarre... sa carrière démarre à 2100, parce que ça fait les choux gras au niveau des médias. C'est faux. C'est strictement faux. Vous pouvez atteindre 2100 € si vous faites 80 heures supplémentaires par mois. Ah oui? Oui, bien sûr. Un jeune stagiaire, quand il va démarrer à 1400, 1400, 1450 €. Alors quand vous démarrez la plupart du temps, pour 70% des cas en région parisienne, avec 1400 €, allez vous loger sur la région parisienne. C'est impossible. Et là, on est confronté à ça actuellement sur la région parisienne, c'est-à-dire que les jeunes agents, on ne les garde pas parce que on a beaucoup de recrutements qui se font, par exemple en région parisienne, on a beaucoup de nordistes. Parce qu'il faut être réaliste, dans les Hauts-de-France, il y a un problème de chômage. Donc on rentre dans l'administration, on passe le concours. Et après, quand on arrive, on va être en région parisienne, on a une double résidence, qu'on appelle une double résidence. Et on se retrouve confronté avec des cas particuliers. C'est-à-dire que qui peut se permettre d'avoir 2 résidences à l'heure actuelle, en ayant en début de carrière 1450 €? Non, personne. Et alors, parlez-moi un petit peu des gens qui sont dans les prisons. Est-ce qu'ils sont... c'est un bon représentatif, c'est un échantillon représentatif de la population française, ou il y a une espèce de concentration, mettons, d'immigrés, pour poser la question qui fâche, quoi? On a énormément, pour ne pas le dire, de personnes islamistes qui sont incarcérées au sein de la détention. Maintenant, et ça fait combien en pourcentage, vous avez une idée? Beaucoup, je vais dire beaucoup, 70%, 80%, mais bon, au-delà des chiffres, si vous voulez, moi ce qui m'interroge le plus, c'est le comportement de la part des détenus. Vous voyez, notre cher ministre a voulu mettre tout en place pour que les détenus se sentent bien au cœur de la détention. On leur a mis des cabines téléphoniques, pensant que les téléphones portables, on n'en trouverait plus. Arrivé là, c'est plus de 30 000 téléphones portables qu'on trouve chaque année au sein des détentions. Et qui sont rentrés en fraude? Ah oui, bien sûr, oui, ça rentre. Les portables, maintenant, vous avez des portables qui ne sonnent plus au portique. Je veux dire, vous avez des tout petits téléphones aussi qui sont tels une clé de voiture. Oui, on a tout. Ça passe à là. Après, on a des trafics qui s'organisent au sein des détentions. Les détenus, ils s'en foutent du téléphone classique. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les réseaux sociaux. Avoir accès, filmer un surveillant en train de bosser, se filmer avec de la drogue au sein de la détention. J'ai même en 2016 dénoncé le Mannequin Challenge. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça à la prison d'arrêt de Villepinte. C'était un challenge qui a démarré un peu des États-Unis, où les gens se filment dans une posture et ne bougent plus, ils sont figés avec une musique qui passe. Et à Villepinte, il y a eu le Mannequin Challenge où les types se filment. Il y a un type qui filmait. Et là, on a vu tous les clichés qui étaient interdits en détention, c'est-à-dire des stupes. Il y a un type qui avait des billets dans sa poche, des stupes, l'autre avec un téléphone. Tous les clichés montrant nous, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune surveillance, ou très peu, une fois qu'ils sont enfermés, ils continuent à communiquer avec l'extérieur, s'ils ont un business criminel, ils peuvent continuer à le faire. Mais bien sûr, on peut faire pression sur les victimes aussi. Je veux dire, on a beaucoup d'appels aussi Ah oui, parce qu'ils peuvent faire, au cas où le jugement arrive, etc., on peut faire des victimes en disant on va te liquider, quoi, si tu parles. Tout à fait. Et là, c'est dû au fait que on nous a un peu stoppé la possibilité de fouiller. C'est-à-dire que l'article 57 de la loi pénitentiaire de 2009... vous n'avez pas le droit de fouiller? Non, on ne peut plus. Avant, on fouillait systématiquement évidemment. Les parloirs. C'est-à-dire que, c'est par là qu'arrivaient les... Si vous voulez, on avait quand même des portables qui rentraient. On n'est pas non plus infaillible à 100%, mais on en stoppait énormément. Maintenant, ce sont des fouilles ciblées. Il faut justifier le fait de fouiller un détenu. C'est-à-dire qu'il faut, à la limite, il porte plainte auprès de son avocat parce qu'il a été, il a été fouillé. Mais oui, parce qu'on a des détenus à qui c'est arrivé. Qui a fait passer cette loi stupide? Comment? Qui a fait passer cette loi stupide? Vous demanderez à Madame Taubira. Ah, c'est Madame Taubira. Elle avait un fils en tôle, donc ça s'explique. Donc cette loi après a été assouplie par l'ancien ministre de la Justice qui était Jean-Jacques Urvoas, qui avait pris un peu à bras-le-corps ce problème-là. On a travaillé 17 mois avec lui, notre syndicat a été reçu à de nombreuses reprises. C'était une innovation, parce que notre syndicat est tout récent, il est de 2004, vous voyez.
Donc, et votre syndicat, c'est celui qui ne regroupe que les gens qui sont en contact direct avec les prisonniers. Nous représentons uniquement les surveillants, c'est-à-dire la base. C'est ça. C'est pour ça que vous êtes ici. C'est que c'est ça. On veut avoir des gens qui sont vraiment en contact des problèmes journellement. Tout à fait. C'est ça ce qu'il faut. C'est pour ça que c'est très bien que vous soyez ici. Alors, des trois fonctions de la prison, si vous voulez, on dit toujours qu'il faut d'abord protéger les autres en mettant les gens en prison. Les innocents, si je veux dire. Deuxièmement, il faut les punir pour les forfaits qu'ils ont faits. Troisièmement, il faut essayer de les réhabiliter. Parlez-moi un petit peu de la façon dont la prison, aujourd'hui, assume ces trois fonctions. La garde des personnes détenues, normalement, on doit écarter de la société des personnes dites dangereuses. Oui. On arrive à le faire. On arrive à le faire malgré tout parce qu'on a quand même des personnels qui aiment ce qu'ils font, parce que même si c'est un métier qui n'est pas très reconnu, on a quand même des gens, quand ils travaillent au sein des détentions, qui font attention à ça. Mais on est tellement en sous-effectif au niveau des agents en détention que on ne peut pas être à 100%. Sur une faction qui dure 6 heures le matin, par exemple, de 7 heures à 13 heures, un surveillant, il a été calculé qu'un surveillant, en moyenne, faisait 10 à 12 km par vacation de 6 heures, en montant, en marchant. Et la sécurité, tant bien que mal, on essaye de la préserver, mais tout en haut, je veux dire, il y a deux... Est-ce qu'il y a des crimes à l'intérieur des prisons? Oui, ça arrive. Vous voyez, tout récemment, on a une collègue qui s'est fait agresser sexuellement par un détenu qui a mimé un acte sexuel derrière elle. Vous voyez, normalement, ça, c'est ce que j'appelle un fait grave. Un fait grave, c'est une agression sexuelle, donc un délit très très grave, passible donc de passer au tribunal pour ça. Donc, ce qui a été fait de manière de l'établissement, ce qui s'est organisé à l'établissement de manière pénale, c'était bien. Je veux dire, la prise en charge a été bien, au tribunal, la collègue a été déposée plainte, tout. Après, on a une suite, c'est-à-dire que normalement, il y a une sanction disciplinaire au sein de la détention. Et le détenu, il a été sanctionné de 7 jours de cellules disciplinaires, et 7 jours fermes et 7 jours avec sursis. Alors que le règlement en prévoit 30 jours de cellules disciplinaires, parce que les faits sont graves. Et qui est responsable de cette... c'est la directrice de la prison? Donc on a une directrice adjointe qui siège en commission de discipline avec un suppléant, en général ce sont des personnes extérieures, oui. Et un assesseur. Voilà. Et moi je dénonce ce genre de comportement parce que c'est un message ouvert à la population pénale d'agression envers les personnels détenus. La prochaine fois on passe au viol, la prochaine fois on passe à quoi? Mais exactement, et surtout dans les circonstances actuelles où tout le monde est en train de protester contre les violences faites aux femmes. Il me semble que c'était un bon moment pour... Justement, quand j'ai fait la réflexion au chef d'établissement, voire même au directeur interrégional, j'ai dit qu'on fait beaucoup de cas des violences faites envers les femmes et que c'était un mauvais message envoyé aux mauvaises personnes. Je peux vous assurer que le personnel féminin s'est révolté. Je veux dire, c'est révolté, ce que je peux comprendre, parce que c'est inadmissible. Évidemment. Parce qu'il y a des femmes qui sont à l'intérieur des prisons d'hommes? Bien sûr, vous avez des femmes qui exercent au sein des détentions hommes, oui. Pas facile pour elles, non? Mais on a des femmes qui travaillent super bien au sein des détentions, qui ont un ascendant naturel auprès de la population pénale. Le seul truc, c'est qu'elles ne peuvent pas fouiller. Elles ne peuvent pas fouiller les détenus. Ah, bien sûr. On peut fouiller... à contrario, au sein des détentions femmes, ce sont que des femmes. Et en général, il n'y a qu'un chef qui est homme qui peut être au sein des détentions femmes. D'accord. C'est le patron, quoi, en quelque sorte. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle le chef, quoi, le premier surveillant. Le premier surveillant, c'est ça. Très bien. Et parlez-moi un petit peu aussi des autres fonctions, en particulier la réhabilitation. Est-ce que vous avez des succès là-dedans? Alors la réinsertion, oui, quand je suis rentré il y a 17 ans, c'était le credo, on recrutait sur le thème de la réinsertion. Si ça concerne un demi-pourcent, 1% des cas qu'on peut... c'est toujours ça de prix. Mais bon, j'y crois plus à la réinsertion. On fait tellement de choses pour les personnes détenues sans penser au personnel qui travaille au quotidien. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup de droits et d'être un peu libre aux personnes détenues, mais on donne de plus en plus d'obligations aux surveillants
C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est la victime qui est coupable et le coupable qui est victime. C'est ça, on inverse un petit peu les rôles au sein des détentions. C'est-à-dire que, vous voyez, on a même créé le quartier module respect. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de module respect. Oui, module respect, c'est-à-dire que le détenu passe un accord avec la direction de bon comportement et il doit faire preuve de comment on appelle ça, de réinsertion, c'est-à-dire il doit bien ranger sa cellule, il doit être le matin à 7 heures, il doit être prêt, sa cellule doit être en ordre, il doit avoir un comportement exemplaire avec le personnel pénitentiaire, c'est-à-dire qu'il doit se plier à toutes les obligations. Et à ce moment-là, on le libère un peu plus tôt ? Non, oui, ça peut arriver aussi, mais si vous voulez, on lui donne la clé de sa cellule. On ouvre le matin, oui, on ouvre le matin et il fait ce qu'il veut, comme bon lui semble, toute la journée. Ah, ils se promènent dans la prison ? Oui, c'est ça, ils sont dans la prison. Normalement, ils doivent donner 25 heures d'activité, mais faute de moyens, c'est pas fait. C'est pas fait. Donc ils font des parties de cartes ou... Ils s'amusent, ils vont et viennent, ils ont le droit d'aller en promenade non-stop, enfin voilà quoi. Donc, je vous en parle parce que la maison d'arrêt de Villepinte, ça a été la première en région parisienne et on a 200 détenus qui ont le module de respect. Par contre, je suis contre ce phénomène-là de module de respect parce que j'ai voté contre quand ça a été créé, mais je m'aperçois quand même que j'ai des collègues qui travaillent au sein de la détention qui font énormément de boulot. Il y a énormément de saisies de téléphones portables, etc. et de stupes. Et la sanction, elle est immédiate, c'est-à-dire que dès lors où un détenu a fait une entrave au règlement, boum, il sort, il retourne en détention classique. Et ça marche super bien. Et grâce aux collègues au quotidien, quoi. Au quotidien qui chope les fraudeurs. C'est ça, mais il faut vous rendre compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous prenez un téléphone portable dans une cellule le lundi, le mardi, vous en avez encore un. Et ainsi de suite. C'est le jeu du chat et de la souris. Mais ils viennent de l'extérieur, ces téléphones. Alors, les téléphones maintenant ne sonnent plus au portique, quasiment plus. Ils sont tellement faits de composition. Avant, on avait des téléphones qui sonnaient systématiquement. Maintenant, on a des téléphones de tout petit format ou des grands formats qui ne sonnent plus. On a des tablettes qui sont saisies en détention. Donc, comment elles rentrent ? Comment elle rentre? Ça peut être par le biais de complicité, mais je pense que c'est une infime portion par rapport à ce qui se passe par les parloirs. Ouais, là, on a des détenus qui... l'effet pervers de l'article 57, le fait qu'on ne fouille plus les détenus systématiquement au parloir, ça a engendré un phénomène inverse, c'est-à-dire que les détenus qui vont être fouillés, ils le savent, ceux qui sont aguerris, etc., qui veulent faire rentrer quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont intelligents, parce qu'ils s'adaptent. Ils vont voir celui qui n'est jamais fouillé. C'est ça. Ils vont prendre des mules, ce qu'on appelle des mules. C'est-à-dire que la famille à l'extérieur va mettre une pression à la famille du type, et le type, il va être sommé de rentrer des téléphones portables. C'est le pauvre type qui ne fait pas parler de lui, qui a une détention classique, et lui, il va faire rentrer des téléphones portables parce qu'on lui met une pression dingue. Parce qu'on a accès à sa famille aussi. Mais bien sûr, les familles au parloir se voient, se côtoient. Avant de rentrer dans les cabines en individuel, elles se côtoient. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudrait avoir deux sortes de prisons? Une prison pour les gars qui sont là par hasard, qui n'ont pas eu de peau, et une prison pour les gars qui sont des récidivistes, qui sont des... Est-ce qu'on ne devrait pas avoir deux sortes de prisons? Une prison... Parce qu'il va falloir revenir maintenant à ce que vous préconisez un petit peu pour arranger tout ça. L'état des lieux me semble assez inquiétant, mais il va falloir que vous nous expliquiez un petit peu ce qu'à votre avis il faudrait faire. Nous, ce qu'on voudrait faire, ce sont des établissements qui sont dédiés. Des établissements. Quand je dis établissements, ce ne sont pas des quartiers. Parce qu'à l'heure actuelle, on crée des petits quartiers sporadiques, de manière sporadique au sein des détentions, mais nos quartiers ne sont pas étanches. Je veux dire, vous avez des détenus islamistes, ils arrivent à communiquer. Si vous isolez un peu au sein d'une détention classique, d'un établissement classique, il y aura toujours possibilité de filtrer. Nous, on avait demandé, on a la maison centrale par exemple de Clairvaux qui ferme, qui va fermer ses portes. On avait demandé à ce que cet établissement où on a des surveillants qui sont aguerris, puisque c'est une maison centrale, ne soit pas fermé et serve aux islamistes. Parce que nous, on préconise un établissement pour les islamistes, parce qu'au bout d'un moment, il faut les isoler. Il faut un établissement avec des personnels qui ont suivi une formation pour... Parce qu'ils contaminent les autres? Mais bien sûr.
Mais bien sûr, vous avez des primo-incarcérés qui arrivent au sein des détentions. Déjà, on voit tout de suite, on le repère. Le primo-incarcéré, c'est celui qui a peur, qui a eu les clichés, on lui a donné les clichés de la prison. C'est-à-dire qu'il va être torturé, il va être violé, il va être frappé par les surveillants. Ça, c'est le cliché qu'on donne dans les médias. Mais la réalité, c'est-à-dire qu'on a un personnel de surveillance qui accueille les détenus. On n'est pas insensible quand on a une personne détenue qui est fragile. Donc, en général, on fait remonter au niveau du chef quand ils sont accueillis pour qu'on fasse attention à eux, on les met pas avec n'importe qui. Et là, malheureusement, on a tellement des quartiers arrivants qui sont blindés, ce que je peux appeler blindés, avec des matelas au sol, parce que chaque année, on a 1500 matelas au sol. Ça a été dénoncé par la CGL, contrôleur général des lieux de privation et de liberté. Comme quoi les détenus au sol, c'est des conditions indignes pour accueillir. On demande aux détenus un comportement exemplaire. On ne peut pas, quand on met quelqu'un au sol, on les accueille comme des chiens, quoi. Enfin, c'est un peu mon sentiment. J'aimerais pas qu'on me fasse ça. Donc l'un dans l'autre, je sais plus ce que je voulais dire. Ça nous arrive à tous. Mais alors, parlez-moi un petit peu aussi des gens qui font le métier que vous avez choisi de faire. Comment ils sont sélectionnés, comment ça se passe, quel est le recrutement aujourd'hui? Vous avez l'air de dire qu'il y a une rotation énorme, que les gens, finalement, ils le font un petit peu, puis s'en vont parce qu'ils trouvent que il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quel est le problème à ce niveau-là? Je vais être très franc. Si les conditions sont aussi difficiles que vous le dites dans les prisons, etc., il faut être Saint-Vincent-de-Paul pour rester, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la croix et la bannière, quoi, parce que c'est pas facile d'être là. Bah écoutez, je vais vous parler moi de mon cas personnel, puisque j'ai 54 ans. Je suis rentré par hasard, c'est-à-dire que j'ai eu un parcours, j'ai fait 20 ans de privé, je suis rentré à 38 ans dans l'administration pénitentiaire. C'est vraiment parce que voilà, j'en avais marre, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée de passer le concours, vraiment par hasard. Et depuis 17 ans, je ne regrette pas ce que j'ai fait comme choix. Je trouve que franchement, j'aurais pu le faire avant. Maintenant, est-ce que j'en avais les capacités quand j'ai 20 ans? Parce qu'on a énormément de jeunes qui passent le concours à l'heure actuelle, qui ont 20 ans, je ne sais pas comment ils font. Parce qu'on est soumis quand même à le choc carcéral, on l'a aussi quand on est surveillant de prison, c'est-à-dire on est confronté à la violence en permanence, aux insultes, aux menaces, aux agressions physiques, verbales. Est-ce que ça va jusqu'à votre famille? Oui, bien sûr, on a des surveillants qui se sont fait menacer, filmer. De par qu'il y a des téléphones portables maintenant dans les cellules, c'est facile de dire tel surveillant il va sortir à telle heure, on met quelqu'un qui est en chouf, ce qu'on appelle en chouf, de la famille, ils vont surveiller, le surveillant, ils vont voir quelle voiture il a, ils vont arriver à le suivre, tout ça, ça se fait, bien sûr, on a des surveillants qui se sont fait littéralement agresser devant leurs enfants et leurs familles. Et quelles ont été les conséquences judiciaires de ça? Les conséquences judiciaires, c'est dérisoire par rapport à ça. Il y a un tel laxisme en France au niveau de ça que on peut pas. Moi personnellement, on ne peut pas accepter quand on a un surveillant qui se fait agresser que ça passe à l'as. C'est inadmissible. Selon les régions, selon les tribunaux. On a des tribunaux qui sont très sévères, mais moi, quand je vois le tribunal de Bobigny, ça me fait sourire, quoi. Je veux dire, même quand il y a des détenus qui passent en comparution immédiate, des fois, c'est hallucinant, quoi. On n'a pas de... Il y a deux poids, deux mesures. Vous voulez dire que les tribunaux, si vous commettez un forfait quelconque, je sais pas où... à Perpignan ou à Paris, les sanctions peuvent être complètement différentes? Complètement différente, c'est de manière aléatoire. Il y a des tribunaux qui sont jugés très sévères et il y a des tribunaux jugés laxistes. Je sais que le tribunal de Bobigny n'a pas une bonne réputation. C'est très étonnant parce que c'est contraire à l'égalité de tous devant la loi, ça. Tout à fait, je pense que... Alors si le juge s'est engueulé avec sa femme, vous en prenez pour 20 ans? Ou je dirais que j'exagère, mais... Oui, c'est un peu, je dirais pas la tête du client, parce que non, c'est un peu, voilà... vous pouvez prendre, pour un crime, vous pouvez prendre 20 ans dans un tribunal, et puis vous pouvez prendre 10 ans dans un autre. Oui, j'avais lu une étude très intéressante qui montrait que les sanctions étaient beaucoup plus sévères avant le déjeuner qu'après le déjeuner, chez les juges. Parce que quand vous avez faim, vous êtes de mauvais poil,
Donc mais c'est complètement invraisemblable. Donc il vaut mieux pas passer après déjeuner. Hein. Il vaut mieux passer après le déjeuner, mais avant le déjeuner, quand le juge a faim, il est grognon, et vous en prenez pas la gueule. Mais ça veut dire qu'il faudrait quand même qu'il y ait une espèce de, je sais pas, d'échantillonnage des peines planchées ou j'en sais rien, quelque chose, il y a des trucs qui sont quand même très bizarres. Il y a une chose qui est... Parce que la contrepartie de ça, c'est qu'on a une justice alors qui a l'air de ne pas marcher très bien, j'en sais rien. Ben non, ça ne fonctionne pas. Enfin, il y a une chose qu'il faudrait revoir aussi dans le système, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, si vous voulez, quand un détenu prend 20 ans, je vais prendre un exemple extrême, 20 ans. C'est-à-dire qu'il a tué quelqu'un. Voilà, c'est un fait très très grave. C'est passible, c'est cour d'assises. Donc, dès qu'il a épuisé tous les voies de recours, c'est-à-dire appel et cassation, dès qu'il va être condamné définitif, il peut, sauf s'il a pris, bien sûr, une peine de sûreté, c'est-à-dire qui peut être des 2/3 ou de la moitié. On va prendre le cas où il n'a pas de peine de sûreté. C'est un exemple qui va vous parler. Dès qu'il est condamné, il a des crédits de réduction de peine. Et si tout va bien pour lui, s'il se tient à carreau lors de sa détention, il peut être conditionnable au bout de 10 ans. Vous voyez ? On passe de 20 ans à 10 ans, quoi. Voilà. En gros, c'est un peu, malheureusement, ce qui se passe. Et en même temps, comme il y a trop de gens dans les prisons, on se dit, bon, ben... Oui, mais bon, quand vous avez été condamné pour 20 ans, vous ressortez au bout de 10, même si vous avez fait preuve de bonne conduite, je vais vous parler des faits criminels, c'est-à-dire des viols, par exemple, des pédophiles. La plupart du temps, sont relâchés aussi. Bonne conduite, c'est ces gens-là en détention. Évidemment, ils n'ont pas de tentation en prison. Non, voilà, ils se tiennent à carreau. Et bien souvent, la plupart du temps, étant donné que le suivi, c'est pareil. Mais parce qu'il n'y a pas de suivi. Après, quand ils sortent de prison, il n'y a rien. Mais non, il n'y a pas de suivi. Ils sortent dans la nature et... Par faute de moyens, je pense pas que ce soit vraiment de la négligence volontaire, mais c'est quand on a trop de dossiers à gérer, quand on est conseiller insertion et probation. Mais vous voyez, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que l'un des sujets qu'on veut faire après celui de la sécurité en France, ce sera un sujet qui est qu'est-ce qu'ils font de notre fric. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas un rond pour les prisons, mais il n'y a pas un rond non plus pour les commissariats, il n'y a pas un rond pour l'armée, il n'y a pas un rond pour l'hôpital, il n'y a pas un rond pour tout ce que vous pouvez imaginer. Donc la question, il va falloir un jour qu'ici on traite le sujet, on est imposé comme jamais. Mais qu'est-ce qu'ils font du pognon? Où va-t-il? C'est quand même une question extraordinaire, parce qu'il me semble que dans une société normale, que le budget des prisons soit important pour assurer d'abord des conditions de vie convenables aux gens qui y sont, puis aux gens qui travaillent dedans surtout. Mais c'est pas du tout le cas, parce que vous dites vous êtes dans une précarité totale. Mais complètement, puisque M. Macron, avant son mandat, nous avait dit 15 000 places de prison, parce qu'on manque cruellement de prisons. L'encellulement individuel, le moratoire est repoussé chaque année. Boum, on est passé de 15 000 à 7 500. Et là, on est en 2020. Ça fait 3 ans qu'il est presque président. On n'a qu'une construction. C'est une bonne formule, presque président, d'ailleurs. Voilà, et 3 ans ont passé, et puis pas de construction, donc on est toujours dans la même précarité, comme vous disiez si bien. Donc vous voulez dire que 3 ans après, on n'a même pas commencé un premier chantier? Non, on a des suppositions de chantiers, des maisons d'arrêt d'ailleurs à Tremblay en France, ce qu'on peut appeler Villepinte 2 qui devrait sortir. Mais on n'a rien. On a Fresnes qui devrait être rénové. On a quand même, sur les 10 dernières années, on a quand même une chose qui a été bien faite, c'est Fleury-Mérogis. La rénovation de Fleury-Mérogis a été très bien conçue au niveau sécuritaire pour nos collègues. Ça aussi, je peux toujours dire des choses qui ne vont pas, mais les choses qui vont bien, on peut toujours les signaler. Par contre, les nouvelles ouvertures de prison écartent le binomage. Ce qu'on appelle le binomage, c'est travailler en binôme à 2 sur une coursive. C'est-à-dire que tout a été fait maintenant. Les douches en cellule, pour faciliter l'éloignement. Je ne sais pas si vous avez déjà pu aller visiter les nouvelles prisons qui sont faites à l'heure actuelle. On met tout le confort en cellule, quoi. C'est-à-dire que je vais prendre la prison de la Santé, puisque tout le monde vante Paris La Santé qui a ouvert. Vous avez des plaques, comment on appelle ça, induction dans les cellules, des belles télés, vous avez des petits meubles et tout bien conçu, etc. Et vous l'avez induction, c'est-à-dire qu'ils peuvent se faire chauffer quelque chose? Tout à fait, oui, bien sûr. Ils ont un petit studio, quoi.
Oui, c'est quasiment, ouais, on va dire ça, bon, un petit studio, hein, c'est 9-10 mètres carrés, mais voilà, après, la conception des portes de cellules m'ont choqué. Vous voyez, quand vous êtes dans un établissement dit classique, quand vous ouvrez la porte, vous mettez vos clés et vous tirez la porte. L'inverse, à la Paris La Santé, ce qui m'a frappé, moi, c'est-à-dire que vous ouvrez la porte, mais vous la poussez, pour que le détenu se sente bien chez lui. Non, mais il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans... Mais il ne devrait pas se sentir bien en prison, si je peux me permettre. Mais je pense que la prison n'est pas assez... Il y a l'aspect... Punitif, voilà. Mais il faut que ça serve de leçon, oui. Il ne faut pas qu'on ait envie d'y retourner, quoi. Mais non, faut que ça serve à quelque chose. Il faut que il faut plus qu'on donne... une fois qu'on a goûté à la prison, ça devrait être banni après à jamais, quoi. Ça devrait servir de très mauvaise expérience. Mais au contraire, là, les détenus... Ils s'y font des copains, ils changent de religion. C'est ça. On les traite bien. C'est ça, on peut jouer à la console parce que quand on dit aux gens ce que les détenus peuvent faire au quotidien, ils avaient accès aux consoles, ils ont toutes les chaînes quasiment sur la télé, en payant très très peu. Quand ils peuvent payer, ils ont accès aux cantines, ils peuvent cantiner du tabac, de la nourriture, mais les gens deviennent fous quand on entend ça. Mais on dit, ça vaut le coup. Ils sont mieux traités que la plupart de nos anciens qui sont dans les EHPAD, par exemple. Oui, c'est un peu l'opinion publique, quand on entend ça, elle se révolte, elle dit, c'est pas possible. Toujours, il y a une espèce de préférence pour le criminel contre le citoyen qui est quand même très curieux dans notre société, quoi. C'est quand même un truc très étonnant. Alors, si vous en aviez le pouvoir, qu'est-ce que vous recommanderiez de faire, là, si vous disiez, voilà ce dont les gardiens de prison ont besoin, quelle serait votre première revendication, là, poum, comme ça? Alors, première revendication, ça serait déjà de changer de ministère. Dans un premier temps. Passer à l'intérieur? Voilà, de passer... nous, on revendique, la première chose, c'est de la police pénitentiaire. C'est-à-dire que... Vous devenez officier de police? Voilà, on demande l'APJ20, c'est-à-dire un pouvoir d'APJ20 qui permettrait déjà de faciliter les démarches administratives. C'est-à-dire qu'on aurait le droit de fouiller sur le secteur de prison, quoi. Le domaine pénitentiaire, on donnerait cette habilitation, on passerait en police pénitentiaire, c'est-à-dire que fini l'administration, et l'appartenance au ministère de la Justice, parce qu'il y a 2 poids 2 mesures. On a quand même la mission principale qui nous est la garde. La garde et la sécurité... D'ailleurs, c'est pas très logique que ce soit la justice, parce que vous êtes dans une mission de police, vous êtes dans une mission de maintien de l'ordre quasiment. Je vois pas du tout ce que la justice a à voir avec ça, quoi. Ça me paraît... ça vient probablement d'une raison historique quelconque, mais je vois pas pourquoi la justice devrait s'occuper des prisons, c'est pas... Ouais, parce que après... que ce soit... on a quand même ce qu'on appelle la sécurité au sein des détentions. Donc, c'est la mission principale. Après, on a la réinsertion, c'est une chose. Mais on ne peut plus faire quasiment face à la réinsertion. Donc, surtout si les gars ne veulent pas être réinsérés. Mais non, ils ne veulent pas. Ils veulent pas, ça les intéresse pas, la réinsertion. S'ils veulent, c'est retourner dans leur filière à l'extérieur dès qu'ils peuvent, quoi. Ouais, nous... Quelle est la partie des gens qui sont en prison pour des trafics de drogue, c'est gros? Oui, on a beaucoup de... Oui, l'infraction à la législation sur les stupéfiants, beaucoup. Oui. Beaucoup, c'est beaucoup ça? Oui, on a beaucoup de crimes aussi, crimes de sang, on en a. On a beaucoup aussi d'agressions sexuelles, viols, beaucoup de détenus qui sont pour ça aussi. Et après, on avait même eu des gens, ça se fait un peu moins quand même, des gens qui ne payaient pas la pension alimentaire, qui étaient incarcérés, vous voyez. Ce à quoi on peut être confronté quand on accueille des gens. Donc, c'est pas les mêmes que les autres, ceux-là. Bon, enfin, et je voulais faire un petit point sur le... Vous me parliez tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de développer. C'est sur le recrutement. Sur le recrutement des agents. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'arrive pas à recruter d'agents parce qu'on est la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que les gens, ils vont préférer passer le concours des douanes, ils vont passer le concours de police, gendarmerie, etc. On a même des surveillants à l'heure actuelle qui ont eu le concours de surveillants qui font la passerelle pour aller en police municipale, tellement c'est plus attractif. Et... on recrute à 2 de moyenne générale. C'est-à-dire que tellement on a besoin de gens à l'heure actuelle qu'on recrute même quasiment des gens qui ne savent pas écrire. Parce qu'on fait des cours d'alphabétisation à l'ENAP.
Vous voyez, c'est un sacré scoop quand même. Normalement, on est tenu quand même de savoir faire un écrit. Parce qu'on est... Mais ne serait-ce que pour faire des rapports. Oui, c'est ça, tout à fait. Quand vous faites des comptes rendus d'incidents ou des comptes rendus professionnels, il faut avoir un minimum de manipulation de la langue, quoi, française. Et ce qui me choque le plus, c'est que on a des psychologues qui passent des entretiens lors des sélections. Et quand un psychologue met un veto sur un gars en disant celui-ci, ça serait peut-être bien que non, il n'est pas fait pour ce métier-là, ça va être dangereux pour lui ou pour les autres. Eh ben on s'en fout, on fait fi de ça et on les prend quand même. Et on se retrouve confronté avec des types qui ont des comportements pas très bons et puis qui mettent en danger aussi les autres collègues qui travaillent sur les coursives avec eux, quoi. C'est extrêmement bon. Mais écoutez, moi je suis extrêmement intéressé par tout ce que vous avez raconté. Je crois que vous avez pas un tableau, vous voulez ajouter quelque chose, parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous voudriez dire encore, mais je crois qu'on a quand même couvert le terrain bien. Donc le problème qu'on peut diagnostiquer dans les commissariats, il est encore pire, si j'ose dire, dans les prisons. Oui, parce que... La démotivation, le double standard entre les gens qui appartiennent à l'État, qui sont chairs à canon, et les gens qui sont là, qui doivent être protégés. Bref, on retrouve beaucoup des plaies de notre société. Donc l'émission suivante sur ce sujet, ce sera avec des gens qui sont soit du ministère de la Justice, soit du ministère de l'Intérieur. Et on leur fera écouter votre témoignage, et puis je leur demanderai de répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Il me semble que c'est une... Ce que nous essayons de faire à l'Institut des Libertés, c'est d'expliquer aux gens ce qui se passe où vous êtes, et ensuite de demander à ceux qui sont responsables en titre de ce qu'ils comptent faire pour que ça s'améliore. Et ce que je veux dire, c'est que... Parce que la plupart des gens, quand vous leur parlez directement en haut, ils bottent en touche, ils ont dit on a déjà tout fait, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est un témoignage de quelqu'un qui travaille au quotidien et qui sait de quoi il parle, quoi. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Ça a été un...